CHU de DGA, service de chirurgie générale. La question que je vais vous présenter aujourd'hui pour cette journée de formation médicale continue, c'est la conduite à tenir devant une hémorragie digestive grave. Donc j'ai choisi ce plan pour cette question, définition, intérêt de la question, diagnostic positif, diagnostic de gravité, mesures de réanimation, enquête étiologique, une conduite à tenir devant une hémorragie digestive haute, une conduite à tenir devant une hémorragie digestive basse, et une conduite pratique devant une hémorragie digestive, et enfin conclusion. Donc, par définition, l'hémorragie digestive se définit par un saignement dont l'origine est située dans l'appareil digestif principalement, exceptionnellement dans les voies biliaires ou pancréatiques. Donc, on parle d'hémorragie digestive haute si la lésion est située en amont de l'angle de traite. On dit que l'hémorragie digestive est basse si la lésion causale est située en aval de l'angle de traite. L'hémorragie digestive est dite grave si on a sur le plan clinique une instabilité hémodynamique, sur le plan biologique une hémoglobine inférieure à 8 grammes par décilitre, et sur le plan évolutif, c'est pour maintenir un état hémodynamique stable, on a besoin de transfuser plus de 1,5 litre de sang par 24 heures. Donc, intérêt de la question, c'est un motif fréquent de consultation aux urgences. Le diagnostic doit être rapide pour une prise en charge et une prise en charge adéquate. Les étiologies sont variées, multiples et variées. Le traitement est multidisciplinaire, entre réanimation, endoscopiste, radiologie interventionnelle et rarement chirurgie. Le pronostic dépend de l'abondance de l'hémorragie, de délai de prise en charge et de terrain. Donc le diagnostic positif de l'hémorragie digestive, elle est d'abord clinique. Donc le diagnostic d'une hémorragie digestive est le plus souvent aisé, souvent constaté par le patient motivant sa consultation aux urgences. On décrit 3 circonstances sont à distinguer. On a l'hématémèse, les mélénas et les rectorragies. Donc d'autres circonstances sont plus rares. Donc c'est le tableau d'état de choc sans cause évidente. Il y a l'intérêt de la mise en place d'une sonde nasogastrique et aspiration pour rechercher une hémorragie digestive haute et un toucher rectal pour rechercher des mélénas ou des rectorragies. Parfois, la circonstance de découverte, c'est une anémie fériprive, généralement qui n'est pas grave, mais parfois avec des signes de maltolérance. Donc les hématémèses, par définition, c'est le rejet du sang par la bouche lors d'un effort de vomissement, de sang rouge avec des caillots noirâtres, parfois mélangés à des débris alimentaires. Il faut les distinguer des hémoptysies, d'une gingivorragie et d'un épistaxis dégluté. Donc le sang, les hématémèses, c'est du sang dans un effort de vomissement, alors que les hémoptysies, c'est dans un effort de toux avec un sang aéré. Donc les mélénas, c'est l'émission par l'anus des selles noirâtres, fétides, pâteuses, ressemblant à de godans. Elle doit être différenciée de selles noirâtres dues à la prise de traitement martial. Les rectorragies, c'est l'émission par l'anus du sang rouge non digéré. Donc l'évaluation de la gravité. Donc le diagnostic de gravité est apprécié à partir d'abord de l'interrogatoire. L'interrogatoire a peu d'utilité pour apprécier l'importance de saignement, car le patient et son entourage ont tendance à exagérer l'abondance de l'hémorragie. Mais il faut rechercher systématiquement la notion de malaise, de l'hypothymie, qui doivent être systématiquement recherchées, car c'est un signe d'alarme. Il faut rechercher aussi des éléments de terrain, donc les antécédents, les comorbidités, notamment les insuffisances cardiaques, les insuffisances coronariennes, insuffisances respiratoires, un traitement anticoagulant, une corticothérapie au long cours. Donc, et des critères. Donc, cliniquement, il faut rechercher des signes de choc, notamment une tachycardie qui est le signe le plus précoce, une hypotension qui est d'abord orthostatique, puis avec l'aggravation de l'hémorragie, elle devient permanente, des marbrures, des froidures des extrémités, une oliguanurie, une insuffisance respiratoire, une polypnée. Donc biologiquement,
la gravité se joue sur le taux notamment sur le taux d'hémoglobine. Si on a un taux d'hémoglobine inférieur à 8 après restauration de la volémie, ça témoigne d'une hémorragie grave. Il faut toujours refaire la formule car au début, les valeurs de l'hémoglobine et d'hématocrit sont faussement rassurantes. Donc, il faut refaire après restauration de la volémie. Donc, il y a des critères évolutifs. Le critère le plus important, c'est le nombre de kilos globulaires nécessaires à transfuser pour maintenir un état hémodynamique stable. Si on a 3 kg globulaires, si on a transfusé 3 kg globulaires, plus de 3 kg globulaires pour maintenir un état hémodynamique stable par 24 heures, il s'agit d'une hémorragie digestive grave. Donc, d'autres critères évolutifs, la persistance d'un saignement, même si l'hémorragie est de faible abondance au début, c'est un critère de gravité. La récidive qui est souvent cataclysmique. Donc, il y a des critères, d'autres critères importants, c'est le terrain. La survenue de cette hémorragie, c'est un sujet âgé ou avec des comorbidités, notamment une insuffisance cardiaque, une insuffisance coronarienne, respiratoire ou rénale, une corticothérapie au long cours, des anticoagulants. Donc, les étiologies, notamment les hémorragies qui sont liées à l'hypertension portale. Donc, il y a des critères endoscopiques, la constatation d'un saignement en cours, notamment de type artériel, est péjoratif et prédictif de récidive. Donc, dès le diagnostic positif fait, on doit hospitaliser le malade en réanimation chirurgicale, quelle que soit l'abondance de l'hémorragie, car l'évolution est imprévisible. Il faut mettre en condition le patient et évaluer l'abondance et la gravité de l'hémorragie et commencer une enquête parallèlement aux mesures de réanimation initiale, une enquête étiologique. Donc, des mesures de réanimation initiale, il faut mettre 2 voies veineuses périphériques de gros calibre ou une voie veineuse centrale, c'est état de choc, un monitorage continu de la tension, notamment de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène, une oxygénothérapie, un remplissage vasculaire, plus ou moins une transfusion sanguine en cas de signe de choc ou selon les valeurs de l'hémoglobine, une mise en place d'une sonde gastrique, d'une sonde nasogastrique. Donc, elle a des intérêts, elle confirme une hémorragie digestive haute par mise en place et aspiration gastrique, elle confirme une hémorragie digestive haute si on a un doute diagnostique. Elle prévient le risque d'inhalation, notamment chez des sujets qui ont des troubles de la vigilance ou des troubles de la conscience. Et elle permet la préparation à l'endoscopie par un lavage gastrique. Donc, l'enquête étiologique. L'enquête étiologique, elle doit être rapide dès l'arrivée du patient aux urgences, parallèlement aux mesures de réanimation initiale. Donc, elle permet de préciser la cause et d'entamer le traitement spécifique. Donc, l'enquête étiologique, elle commence d'abord par l'interrogatoire. Il faut rechercher les antécédents. Les antécédents d'épigastralgie, d'ulcère gastrique ou duodénal connus et traités. Il faut rechercher aussi des antécédents d'RGO, de cancer du tube digestif, d'hépatopathie chronique, de maladies diverticulaires, de prise de médicaments gastrotoxiques, une notion d'amaigrissement récent, d'asthénie ou d'anorexie. L'examen physique s'attache à rechercher des signes d'hypertension portale, notamment une hépatomégalie, une splénomégalie, une circulation veineuse collatérale, une acide, un ictère cutanéo-muqueux. L'examen, la palpation abdominale recherche une masse abdominale. Le toucher rectal permet de rechercher des mélénas ou une masse rectale. Et s'attache aussi à rechercher une cause proctologique. Donc, sur le plan biologique, on recherche notamment des signes en rapport avec une hépatopathie chronique, notamment cholestase et cytolyse et insuffisance hépatocellulaire. Donc, les examens endoscopiques, l'examen de référence, c'est l'examen de référence il doit être réalisé en urgence, au maximum dans les 24 heures qui suivent l'hémorragie et pratiqué chez un patient. Il doit être pratiqué chez un patient stable, conscient et préparé.
Donc, la conduite à tenir devant une hémorragie digestive haute, on a l'endoscopie. Donc, ça dépend de l'endoscopie digestive haute. Donc, il faut d'abord orienter la topographie de l'hémorragie digestive afin d'orienter les examens complémentaires. Donc, devant une hématémèse, on est sûr, c'est forcément une hémorragie digestive haute, dans 100% des cas. Devant des mélénas, il s'agit plutôt d'une hémorragie digestive haute, dans 90% des cas, et dans 10% des cas, c'est une hémorragie digestive basse. Donc, les conditions de réalisation de l'endoscopie, elle doit être réalisée en urgence dans les 6 heures en cas d'hémorragie persistante ou de signes de gravité. Dans les autres situations, elle doit être réalisée dans les 24 heures. Donc, chez un malade conscient, chez un malade stable sur le plan hémodynamique et préparé avant l'examen par l'injection de 250 mg d'érythromycine ou par un lavage gastrique. L'intérêt de cette endoscopie, elle est triple, donc elle a un intérêt diagnostique, identifier et localise la cause de saignement. Elle a un intérêt pronostique, notamment par la classification de Forest pour les ulcères gastro-duodénales, et thérapeutique en traitant d'éventuels saignements actifs et en prévenant leur récidive. Donc, les étiologies des hémorragies digestives hautes, les 3 causes les plus fréquentes des hémorragies digestives hautes sont l'ulcère duodénal ou gastrique, l'ulcération aiguë gastro-duodénale et les complications de l'hypertension portale, notamment la rupture de varices œsophagiennes. Donc, la première, la cause la plus fréquente, c'est l'ulcère duodénal ou gastrique, c'est la cause la plus fréquente de l'hémorragie digestive haute. L'hémorragie est la complication la plus fréquente de la pathologie ulcéreuse. Elle peut être révélatrice de la maladie. L'endoscopie permet de porter le diagnostic et de classer l'ulcère selon la classification de Forest et faire l'hémostase. Donc, on a la classification de Forest, on a 3 types, le type 1, le type 2 et le type 3. C'est une classification qui permet de prédire le pronostic. Donc, on a le type 2, c'est une hémorragie active, avec 55% de risque de récidive. Le type 2, il y a des stigmates de saignement récents. Le type 3, c'est un cratère ulcéreux sans signe d'hémorragie. Donc, pour le type 1 et le type 2A, où il y a le plus grand risque de récidive. Donc, ça, c'est des images pour la classification de Forest par ordre de gravité. Donc, la classification de Forest est utile pour l'indication de traitement endoscopique et l'évaluation de pronostic. En effet, le taux de récidive est augmenté si on a un malade âgé plus de 65 ans qui a un diamètre de l'ulcère plus de 20 mm, présence d'un état de choc initial, siège sur le bord, sur la face postérieure de bulbe duodénal ou la petite courbure et un type 1 ou 2 de la classification de Forest. Donc, le traitement spécifique de l'hémorragie ulcéreuse, donc après les mesures de réanimation initiale et de mise en condition, on a en première intention le traitement est pharmacologique. Donc, il s'agit les EPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, en bolus, 80 mg, puis perfusion continue de 8 mg par heure à la pousse seringue pendant 72 heures pour les Forest 1, 2A et 2B. Les EPP Péros à double dose pour les ulcères Forest 2C et 3. Le traitement endoscopique, l'épiméthothermique, injection de sérum adrénaliné pour le type 1 et 2. En deuxième intention, en cas d'échec ou de récidive après traitement pharmacologique ou endoscopique, une deuxième endoscopie pour réaliser l'hémostase doit être tentée. Sinon, en cas d'échec des mesures pharmacologiques et après une deuxième tentative d'hémostase par une deuxième endoscopie, on a 2 options, soit la radiologie interventionnelle, l'embolisation artérielle ou la chirurgie. Donc, un cancer gastrique qui saigne, un cancer gastrique ulcériforme doit être formellement écarté par une seconde endoscopie pour réaliser des biopsies et des études et une analyse anapathe.
La deuxième pathologie, c'est l'ulcération aiguë gastro-duodénale. Les lésions aiguës gastro-duodénales peuvent se développer chez les patients, notamment chez les patients sous AINS. Les patients sous aspirine, le risque de toxicité digestive augmente avec la dose. Les patients de réanimation, notamment les brûlés, les patients en état de choc, polytraumatisés graves et les patients en détresse respiratoire. Donc le traitement de ces patients passe par une protection gastrique, par une correction des troubles chez les malades de réanimation. Parfois, on a recours à l'endoscopie pour obtenir une hémostase, exceptionnellement la chirurgie. Donc, la troisième pathologie la plus fréquente, c'est les complications liées à l'hypertension portale. C'est la cause la plus fréquente de l'hypertension portale et la cirrhose hépatique. Le diagnostic est suspecté devant une circulation des signes d'HTP, donc une circulation veineuse collatérale, une splénomégalie, une hépatomégalie, une acide. Donc, l'hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes ou gastrique est la complication la plus fréquente. L'hémorragie s'arrête spontanément dans 2/3 des cas, mais elle persiste un risque élevé de récidive hémorragique. Au cours de l'hypertension portale, l'hémorragie digestive est due soit une rupture, le plus fréquemment à une rupture de varices œsophagiennes, dans 50% des cas, à une rupture de varices gastriques, dans 15% des cas, à une gastropathie hypertensive, dans 5% des cas, mais aussi à un ulcère duodénal ou gastrique, dans 30% de cas. Donc l'hémorragie digestive, par rupture de varices œsophagiennes, se manifeste en général par des hématémèses ou des mélénas. Il s'agit souvent d'une hémorragie massive avec une instabilité hémodynamique. Elle peut être révélatrice de la maladie ou survient chez un malade déjà connu. Donc la fibroscopie oso-gastro-duodénale confirme le diagnostic de rupture œsophagienne, de rupture de varices œsophagiennes. Elle constitue un mauvais tournant évolutif dans l'histoire de la maladie sous-jacente. Donc le traitement spécifique d'une hémorragie digestive liée à une hypertension portale, donc bien sûr après mise en condition et mesures de réanimation spécifiques, donc la mise en place d'une sonde de Blackmore en cas d'hémorragie cataclysmique, une injection d'érythromycine de 150 mg en IV, préparation, ça permet de faire la préparation à l'examen endoscopique, mais aussi elle prévient l'encéphalopathie hépatique. Une antibioprophylaxie à base de norfloxacine. Les médicaments vasoactifs doivent être administrés précocement, voire même à la phase préhospitalière. On a la somatostatine, la sondostatine et la terliplécine. Donc les équiper en bolus avant la réalisation de fibroscopie oso-gastro-duodénale, comme on a vu déjà, 30% des hémorragies au cours d'une hypertension portale sont liées à un ulcère gastrique ou duodénal. Donc le traitement endoscopique, on a essentiellement les ligatures élastiques. C'est la méthode de référence, l'efficacité élevée et les complications sont rares. On a aussi d'autres méthodes, la sclérothérapie par l'injection des produits sclérosants au niveau des varices œsophagiennes. L'injection de corps biologique, elle est utilisée pour les varices gastriques et la pose de clip. Donc les TIPS, c'est les transjugulaires intrahépatique portosystémique shunt. C'est une création d'une anastomose portocave entre une veine sushépatique et une branche portale, une branche de la veine porte. Donc par voie transjugulaire. Donc on a principalement l'indication des TIPS de sauvetage en cas d'hémorragie réfractaire. Mais elle est indiquée aussi en cas d'échec des préventions secondaires bien conduites par le traitement médical et endoscopique, la pose de TIPS chez les patients à haut risque de récidive hémorragique. Donc la chirurgie a très peu de place pour en urgence, donc c'est des anastomoses, il s'agit d'anastomoses portocaves, ils sont réservés aux échecs de traitement endoscopique avec persistance de l'hémorragie. Donc, d'autres étiologies plus rares de l'hémorragie digestive, c'est le syndrome de Mallory-Weiss, donc 5% des hémorragies digestives hautes. C'est une déchirure linéaire au niveau de la jonction oso-gastrique due aux efforts de vomissement répétés.
En général, c'est des hémorragies qui s'arrêtent spontanément, sinon l'hémostase endoscopique indiquée en cas de saignement actif. Donc l'ulcération de Dieu-la-Foi, c'est une hémorragie rare. Ulcération muqueuse en regard d'une artère sous-muqueuse, c'est une hémorragie digestive haute, souvent massive. À l'endoscopie, la localisation est en sous-cardiaque au niveau de fundus. Le saignement est actif une fois sur deux et le traitement est essentiellement endoscopique en cas de saignement actif. Donc l'hypersongoragie, c'est une cause rare de l'hémorragie digestive, souvent liée à une complication d'une pancréatite chronique ou de tumeurs du pancréas. À l'endoscopie, notamment idéalement par une endoscopie à vision latérale pour visualiser la provenance de saignement par la papille. Le diagnostic étiologique est fait par la TDM. L'immobilie, c'est la présence, c'est une cause rare d'hémorragie digestive. C'est la présence du sang dans l'arbre biliaire due à la rupture d'une artère dans les voies dans l'arbre biliaire. Elle se manifeste par des douleurs de l'hypocondre droit, par une hémorragie digestive et un ictère. Dans 90% des cas, les immobilies sont dues à des traumatismes hépatiques. L'endoscopie et le contexte de traumatisme hépatique permet de suspecter le diagnostic. La TDM injectée confirme le diagnostic par la visualisation de fuite d'extravasation de produits de contraste dans les voies biliaires, confirme le diagnostic, et le traitement est l'embolisation artérielle. Les fistules aortodigestives, heureusement qu'ils sont rares, 0,3% des hémorragies digestives, elles sont d'une extrême gravité. Le plus souvent, ils sont dus à une fistule entre le duodénum et une prothèse vasculaire aortique. Autre cause d'hémorragie digestive haute, il s'agit de pathologies tumorales, le plus souvent tumeurs malignes gastriques, les gîtes gastriques, adénocarcinomes, les cancers de l'œsophage. L'ergio compliquée d'œsophagite sévère peut donner des hémorragies digestives. Donc la conduite, on passe conduite à tenir devant une hémorragie digestive basse, l'endoscopie digestive basse. Donc en cas de rectorragie massive, donc on a deux situations. En cas de rectorragie massive avec état de choc, il faut d'abord éliminer une hémorragie digestive haute par une endoscopie digestive haute. Une fois l'hémorragie digestive haute éliminée, il faut faire une colonoscopie totale avec hélioscopie. Donc les conditions d'endoscopie digestive basse, elle doit être réalisée en urgence dans les 24 heures, sous anesthésie générale et après préparation colique. L'intérêt de cette endoscopie est les diagnostics, identifier la cause dans 2/3 des cas, et thérapeutique, injection, clip et méthode thermique. Les principales causes d'hémorragie digestive basse, on a plusieurs pathologies qui sont révélées par l'hémorragie digestive basse. La fréquence dépend de l'âge du patient et de l'abondance de l'hémorragie. Dans 90%, la cause est colique ou proctologique. Il s'agit souvent des diverticuloses coliques, des angiodysplasies coliques, de cancer colorectal, de maladies hémorroïdaires et des maladies inflammatoires chroniques intestinales. Donc dans 10% des cas, la cause est grélique. Il s'agit des angiodysplasies gréliques, maladies de Crohn, des tumeurs de graines et de diverticules de Meckel. Les causes proctologiques, donc c'est la maladie hémorroïdaire, c'est des rectorragies concomitantes à l'émission des selles. L'importance, parfois, elle peut causer une anémie avec des signes de mauvaise tolérance. Il faut insister en cas de, il faut pas, même si la maladie hémorroïdaire est évidente, en cas de rectorragie, il faut formellement éliminer le diagnostic d'une cause sous-jacente, notamment un cancer colorectal par une coloscopie. Donc le cancer colorectal, les tumeurs rectocoliques s'expriment le plus souvent par des hémorragies minimes et répétées, responsables d'une anémie fériprive plus ou moins tolérée. Donc là, c'est des images de prolapsus hémorroïdaire avec saignement. La maladie diverticulaire colique, donc c'est la cause la plus fréquente de l'hémorragie digestive basse de grande abondance. Donc près de 5% de diverticules coliques se compliquent d'hémorragie. Donc il s'agit le plus souvent
d'un diverticule de colonne droit. Malgré les diverticules sont fréquents sur le côlon gauche, mais les diverticules qui sont, c'est ceux de colonne droit. Le saignement peut provenir de l'érosion d'une artériole au fond de diverticule ou au niveau de son collet. Elles sont favorisées par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et par l'aspirine. Le traitement, le saignement s'arrête spontanément dans 80% des cas. La coloscopie permet de faire le diagnostic étiologique et éliminer un cancer colique associé et de faire un geste d'hémostase endoscopique. En cas d'échec ou d'impossibilité d'hémostase endoscopique avec un saignement persistant et menaçant, on demande un angioscan pour localiser le niveau de saignement et embolisation artérielle. Une colictomie chirurgicale, une chirurgie, donc une colictomie segmentaire, c'est un examen morphologique qui permet déjà de localiser le niveau de saignement. Sinon, une colictomie subtotale, si on n'a pas de localisation préalable de saignement. Donc, c'est des images de saignement par diverticulaire avec des caillots de sang. Donc, les angiodysplasies, ce sont des anomalies vasculaires dégénératives, le plus fréquent chez les sujets âgés. Elles prédominent au niveau du côlon droit. À la coloscopie, il se présente sous forme d'une tache rose cerise, parfois en relief, au centre de laquelle on peut voir une veine saillante. L'hémostase endoscopique est nécessaire en cas de saignement actif. Des images d'angiodysplasie. Donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, essentiellement la rectocolite ulcéro-hémorragique, plus rarement la maladie de Crohn, qui est en cause d'hémorragie digestive, surtout l'hémorragie digestive grave. Donc il s'agit souvent d'une diarrhée sanglante au cours de poussées de maladie. Les poussées graves et hémorragiques peuvent aboutir à un état de choc et nécessitent une résection chirurgicale colique en urgence sans rétablissement de continuité. Donc les causes gréliques, ils sont évoquées en cas de normalité à la coloscopie. Donc on a les causes par ordre de fréquence, les angiodysplasies de grêle. Il s'agit des mêmes que celles décrites au niveau colique. Le même terrain, elles peuvent être associées à des angiodysplasies coliques. Le diagnostic est fait grâce à la vidéocapsule. Le traitement est endoscopique, notamment par l'entéroscopie et plasma APA. Donc les tumeurs de grêle, ils sont rares et rarement révélées par une hémorragie digestive. Il s'agit le plus souvent d'adénocarcinome, de lymphome, des tumeurs stromales ou des tumeurs neuroendocrines. Le diagnostic est fait par la TDM. Le traitement est chirurgical en cas de saignement avec retentissement hémodynamique. Donc le diverticule de Meckel. Donc c'est une anomalie congénitale. C'est l'étiologie qu'on doit suspecter chez l'enfant, mais elle peut se voir chez l'adolescent ou l'adulte jeune. Donc le diagnostic est confirmé par la scintigraphie au globule rouge marqué au technicium. C'est un foyer de fixation anormale au niveau du grêle en cas de muqueuse gastrique hétérotopique. Donc le traitement, on a deux options, soit l'artériographie ciliomésentérique avec embolisation ou la chirurgie, résection, anastomose. Donc les autres causes qui sont rarement en cause d'hémorragie digestive grave, donc l'ulcération thermométrique, les colites ischémiques et les infectieuses, les polypectomies endoscopiques qui peuvent engendrer des hémorragies digestives graves, post-radiothérapie. Donc une conduite, on peut proposer cette conduite pratique devant une hémorragie digestive. Donc en cas d'hématémèse associée à des mélénas et à des rectoragies ou à des rectoragies, c'est forcément une hémorragie digestive haute, on réalise une endoscopie œsogastro-duodénale en urgence. En cas de méléna isolé ou de rectoragie abondante, il faut d'abord éliminer une hémorragie digestive haute par une endoscopie œsogastro-duodénale. Si l'endoscopie œsogastro-duodénale est normale, là on réalise une coloscopie totale avec une iléoscopie.
En cas d'électroragie peu abondante, il s'agit plutôt d'une hémorragie digestive basse. On réalise d'emblée une coloscopie totale avec hélioscopie. Donc, en cas de bilan endoscopique standard, négatif, endoscopie digestive et notamment la coloscopie et l'endoscopie digestive naissante, on réalise une artériographie ciliomésentérique en vue d'une embolisation artérielle ou un angioscanner puis embolisation aux chirurgies. Donc en cas d'hémorragie spontanément interrompue ou persistante à faible débit, il faut rechercher une cause clinique, notamment par la vidéo-capsule qui est l'examen de référence. Donc, en conclusion, toute hémorragie digestive est une urgence thérapeutique menaçant le pronostic vital. Le diagnostic et la prise en charge doivent être rapides. La prise en charge est multidisciplinaire. Le traitement a bénéficié de l'apport des méthodes endoscopiques et de la radiologie interventionnelle. La chirurgie reste l'arme thérapeutique de dernier recours et elle est de plus en plus rare. Merci.